Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du jeudi 13 février 2025 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, lors de la table ronde organisée à Dubaï dans le cadre du World Government Summit 2025, la ministre de l'économie et des finances, Rabarnirine Narsan Rinja Asmbel, a partagé l'expérience de Madagascar face aux crises récentes. Elle a exposé les défis rencontrés par le pays ainsi que les solutions mises en place par le gouvernement pour y faire face. Les détails. Depuis 2020, Madagascar a traversé 3 grandes crises. La pandémie de Covid-19, la flambée des prix du carburant due au conflit entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que les aléas climatiques. Malgré ces défis, le gouvernement a mis en place des stratégies pour stabiliser l'économie du pays. Ces mesures ont été détaillées lors de la table ronde à laquelle a participé la ministre de l'économie et des finances, Rabarnirine Narsan Rinja Asmbel, dans le cadre du WGS à Dubaï. L'objectif de cette rencontre était d'échanger des expériences et de définir des stratégies permettant d'atténuer les effets des crises afin que chaque pays puisse mieux y faire face. Il s'agit aussi de mettre en place des approches communes à l'échelle internationale et d'exploiter les innovations technologiques pour renforcer la résilience face aux crises. Et de nombreux efforts ont été déployés par Madagascar pour le bien-être des travailleurs et pour améliorer l'administration publique après la crise sanitaire de 2019 et la crise provoquée par le changement climatique que Madagascar a affronté. Cela a été souligné lors du partage d'expérience du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique malgache lors du WGS 2025 à Dubaï. Ouprasam Manan pour plus de détails. Madagascar fait partie des îles qui ont subi les effets néfastes de la crise sanitaire et de la crise provoquée par le changement climatique. Ces crises qui ont également eu des impacts dans le domaine du travail. Beaucoup ont perdu leur emploi et certains ont choisi de devenir travailleurs indépendants. C'est la raison pour laquelle le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a accordé une attention particulière pour les travailleurs et les indépendants sur toute l'île. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Antchaftia Vanarazakabon, a souligné lors de sa présentation au WGS 2025 à Dubaï que Madagascar a déployé de nombreux efforts pour faire face à ces crises afin d'améliorer le monde du travail. En matière sociale, avec toutes les crises qui se sont succédées, nous avons réévalué les priorités en intégrant les enjeux sociaux. Par conséquent, on a redéfini les objectifs à long terme. Par exemple, pour la crise du Covid et la crise aussi du changement climatique, nous avons appuyé nos politiques sur les efforts de prise en charge de la santé pour toute la population, notamment l'extension de la protection sociale pour tous les citoyens, ainsi que la reconversion professionnelle aussi des travailleurs touchés par les crises, l'insertion des nouvelles dispositions dans le Code du travail pour améliorer le volet santé au travail, le renforcement de la lutte contre le travail des enfants, mais aussi le renforcement de la coopération régionale, continentale et internationale pour la protection des travailleurs migrants. Dans le domaine de la fonction publique, c'est le renforcement et la coordination de la gestion de la fonction publique face à l'évolution de la technologie qui a été évoquée afin que tous les fonctionnaires puissent comprendre et bien accomplir leurs devoirs et responsabilités. Pour le secteur public, l'instauration d'une application qui permet de rationaliser les ressources humaines de l'État et qui peuvent faire face aux différentes crises qui peuvent survenir et ainsi permettre à tous les agents publics d'être au fait de toutes les procédures en matière de gestion de catastrophes et permettre la résilience. Et la Commission de l'océan Indien et l'Union européenne se sont donné la main dans la lutte contre la malnutrition et la sécurité alimentaire pendant 4 ans à travers le projet Sanohi. Madagascar fait partie des pays qui ont bénéficié de ce projet dans le secteur de l'amélioration de la production. Un bilan a été dressé hier à Mbudvoun dans le cadre de la clôture officielle du projet Sanohi. Natera Gutmav sur les images de Sech Andianab.
Le projet SANOI ou sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'océan Indien est un projet qui vise à réduire la malnutrition et la sécurité alimentaire dans la région océan Indien à travers l'amélioration de la production. Madagascar fait partie des pays de l'océan Indien qui ont bénéficié du projet durant ces 4 ans de mise en œuvre à travers des composantes qui relient plusieurs projets dans le secteur de l'amélioration des semences, la formation, le partage d'expériences, mais surtout le travail au niveau des petits exploitants. Le projet SANOI a été clôturé officiellement hier. Un bilan a été dressé par les initiateurs du projet, comme la COI, l'Union européenne, mais aussi les partenaires comme le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le FAO et d'autres partenaires techniques. Et le fait qu'on a mis tout le monde et toute la chaîne de valeur autour de la table pour discuter des besoins et de comment faire pour l'avenir. Et si on doit laisser quelque chose à la sortie, beaucoup de feuilles de route ont été élaborées, beaucoup de documents ont été mis sur la table. Je crois que la suite, ça doit être vraiment la concrétisation. Encore une fois, si on se concentre uniquement sur des systèmes de production agricole vertueux, qui font appel à l'agroécologie et qui permettent d'avoir une agriculture résiliente, c'est une chose, mais on va rester dans un système d'autosuffisance. Si on veut aller plus loin, si on veut développer, je dirais, l'économie des pays de la COI, il faut avoir toute la chaîne de valeur autour de la table. Et donc de mettre à la fois la production primaire, mais aussi remonter jusqu'aux semences et aller jusqu'à la commercialisation des produits et de produits qui soient sains pour les consommateurs, qui soient aussi possibles d'exporter, d'échanger au niveau de la région. Et pour ça, on ne peut pas faire sans les systèmes de qualité, sans les systèmes de respect des normes, sans la présence des laboratoires de manière générale de contrôle. La coopération entre les laboratoires des pays de l'océan Indien a été effectuée dans le cadre de ce projet afin d'améliorer les semences. Les résultats obtenus serviront de base pour les prochains travaux à faire, selon les explications. Et dans le cadre de la reprise du processus d'intégration au sein de la fonction publique, 12 696 agents remplissant les critères requis ont été officiellement recrutés au sein du ministère de l'Éducation nationale. Cette initiative s'inscrit dans la politique générale de l'État visant à renforcer la stabilité de l'emploi dans le secteur éducatif avec l'accompagnement du département des ressources humaines du Maine. Felana Rakoutarsoulou. Les agents du Maine ayant cumulé au moins 6 années d'ancienneté ont bénéficié de leur intégration dans la fonction publique. Pour l'année 2024, 5 935 dossiers ont été déjà validés, tandis que 920 autres sont encore en cours de traitement au sein du ministère du Travail et de l'Emploi. Le processus d'intégration se poursuit actuellement avec l'examen des dossiers déposés auprès des directions régionales de l'éducation, des circonscriptions scolaires et du département des ressources humaines du Maine. Parmi les dossiers en attente figurent ceux des agents en reclassement, des retraités ainsi que des personnes décédées. En parallèle, 910 agents du Maine, issus des 23 DREN, ont reçu leur médaille d'honneur de travail en 2024. Le ministère continue également de traiter les dossiers des agents qui n'ont pas pu obtenir satisfaction cette année. Ces dossiers sont actuellement en cours d'examen au niveau de la chancellerie en attendant une session spéciale qui sera annoncée prochainement. Le Maine encourage ainsi tous les agents concernés à régulariser leurs dossiers administratifs afin de pouvoir bénéficier pleinement de leurs droits professionnels. Toujours dans le domaine de l'éducation, la majorité des écoles ont envoyé cette semaine les dossiers nécessaires pour les inscriptions aux examens officiels. L'erreur sur les noms de certains élèves dans les bulletins de naissance a été l'un des problèmes relevés. Toutefois, aucune difficulté majeure n'a été rencontrée dans la préparation des dossiers. Un reportage de Fanjesena Mirai et de Kevin Ravounersan. Les écoles, en collaboration avec les parents et les élèves, ont préparé ces dossiers pendant un mois. Dans cette école, les dossiers des candidats au CEPE et au BEPC ont été envoyés seulement hier. Pour cette école située à Tiaden, 35 élèves se présenteront au CEPE, si 39 se présenteront au BEPC. L'option A est la plus choisie parmi les candidats au BEPC. Quant au baccalauréat, 32 élèves y sont inscrits.
L'un des problèmes observés concerne des erreurs dans les noms de certains élèves figurant sur les bulletins de naissance délivrés par les arrondissements et les certificats de résidence délivrés par les Foukoutane. À noter que les examens officiels se dérouleront aux dates suivantes: CEPE le 17 juin, BEPC du 30 juin au 3 juillet et le baccalauréat du 21 au 25 juillet 2025. Dans un tout autre sujet, dans le cadre de l'amélioration de la gestion et la coordination des projets de construction routière financés par les bailleurs internationaux, le ministère des Travaux publics a organisé ce jour un atelier réunissant les coordinateurs et les techniciens impliqués dans ces projets. Radraman Zatouf, Louvain 99. Lors de cet atelier, il a été souligné l'importance de gestion rigoureuse et transparente afin d'obtenir des résultats concrets et efficaces. En effet, plusieurs partenaires et institutions financières internationales soutiennent la réhabilitation et la construction des infrastructures routières à Madagascar, notamment la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et la Banque arabe pour le développement. Le ministre des Travaux publics, Rafidson Richard Théodore, a rappelé que ces projets s'inscrivent dans la politique générale de l'État, ainsi que dans les engagements du président Anjrazouel en matière d'infrastructures routières. Par ailleurs, les différents groupes chargés de la gestion des projets ont présenté l'état d'avancement des travaux, témoignant des efforts entrepris pour améliorer le réseau routier du pays. Dans la page culturelle, la première édition du festival Caméléon aura lieu les 13, 14, 15 juin à Ambossaratsimu. Cet événement coïncide également avec la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage. Ce festival vise à promouvoir la biodiversité au sein du lac Anoun et encourage le changement de comportement de la collective par rapport à la valeur des caméléons à Ambossaratsimu et dans tout Madagascar. Les caméléons sont des trésors les plus emblématiques de Madagascar, espèces endémiques menacées comme la tortue et aussi symbole de la biodiversité unique de l'île. Le festival Caméléon joue un rôle très important dans la mise en valeur de la biodiversité. Et enchaînant avec les actualités internationales en Ukraine, le pire scénario semble se concrétiser après que Donald Trump a convenu avec le président russe Vladimir Poutine d'entamer des négociations immédiates sur le conflit. France 24. Nous sommes le jour d'après où l'Ukraine a appris que finalement c'était le pire scénario qui se dessinait pour elle. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'ici le scénario d'une paix juste, c'est un scénario qui impliquerait que l'Ukraine participe à toute discussion qui la concerne. Or, le président Volodymyr Zelensky a été mis hier devant le fait accompli de cet échange apparemment fructueux pour eux deux entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sauf que ça laisse l'Ukraine spectatrice de son propre destin et c'est exactement ce que tous ici voulaient éviter. Alors, il y a beaucoup d'appels au sang-froid que j'ai pu entendre passer à la fois du côté politique et au sein de la population ukrainienne. La population est sidérée, mais si vous voulez, après 3 ans de guerre avec une population absolument épuisée et habituée aussi, il faut le dire, à de mauvaises nouvelles, il y a quand même du pragmatisme dans le sens où on va prendre un jour après l'autre et on verra ce qui va se passer, mais il y a aussi beaucoup de peine de voir ce que les Ukrainiens vivent comme un abandon des États-Unis. C'est ce que plusieurs personnes m'ont dit hier, ils se sentent abandonnés à leur sort finalement. Côté politique, Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle, a un peu été envoyé dans les médias ukrainiens hier par la présidence pour tenter de rassurer la population. Il a parlé d'un appel entre le président et Donald Trump fructueux. Il a dit qu'un vrai travail d'équipe allait commencer. Alors, une équipe où l'Ukraine est spectatrice, ce n'est pas vraiment un travail d'équipe comme l'Ukraine l'aurait souhaité, comme je le disais. Yermak confirme également une rencontre vendredi entre Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Et il explique à la population ukrainienne, Andriy Yermak, que Volodymyr Zelensky n'a pas changé sa position d'une paix juste, de
de ne pas faire de compromis sur 3 points qui sont essentiels pour les Ukrainiens, l'indépendance du pays, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et puisque je parle d'intégrité territoriale, c'est le moment également de penser aux millions d'Ukrainiens qui vivent actuellement sous occupation russe. Leur sort était déjà plus ou moins passé sous silence avant. Maintenant, les Ukrainiens, surtout ceux qui peuvent s'exprimer sans crainte des représailles, donc qui ne vivent pas sous occupation russe, se posent ouvertement la question, quid de ces millions de personnes qui vivent sous cette occupation russe, puisqu'on sait ce que ça veut dire pour une population sous occupation, puisqu'on l'a vu lors des opérations de libération. Je pense à celle de la région de Kharkiv, de celle de la région de Kherson. On retrouve des charniers, des prisons, une torture systématique des opposants au régime, les habitants, la population qui refuse de prendre le passeport russe, qui se trouve privés des droits les plus basiques, comme l'accès à la santé, l'accès aux services administratifs, à l'école, également les déportations d'enfants. Je rappelle qu'au moins 20 000 enfants ukrainiens ont été déportés en Russie contre évidemment l'approbation de leur famille. Donc c'est toutes ces questions qui sont dans la tête des Ukrainiens ce matin, avec que va-t-il se passer. Évidemment, les regards sont également tournés vers l'Europe. Est-ce que l'Europe va jouer son rôle, va apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, alors que le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, a dit que, en l'état, l'Europe n'était pas en mesure d'apporter autant de garanties de sécurité que ne le faisaient jusqu'à présent les États-Unis. Une grenade lancée dans un bar d'un quartier sensible de Grenoble a fait une douzaine de blessés, dont 2 graves hier. La piste terroriste étant pour l'instant écartée. France 24. Les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qu'il s'est passé. Mercredi soir, vers 20h15, dans ce quartier du sud de Grenoble, classé prioritaire par la ville, un homme a lancé une grenade dans un bar avant de prendre la fuite. Bilan provisoire, une douzaine de blessés, dont 2 graves. C'est un acte d'une lâcheté inouïe qui n'a pas sa place dans notre République. L'État ne tolérera pas de tels actes. L'enquête va être conduite à démarrer et justice sera faite. Présent sur les lieux aux côtés de la préfète, le maire écologiste Éric Piolle dénonce une escalade de la violence dans sa ville. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, une 50aine de fusillades ont été recensées dans la métropole grenobloise l'année dernière, dont près de la moitié liées au trafic de drogue. À l'échelle départementale, plus de 1000 personnes ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants en 2024, plus 72% en un an. Mais dans cette affaire, aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade. On peut exclure l'attentat purement terroriste. Après, ça peut essayer un règlement de compte d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur les motifs de cet acte. L'hôpital de Grenoble, où le ministre de la Santé doit se rendre ce jeudi, a déclenché son plan blanc pour soigner les blessés. Hasard du calendrier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rendra dans la ville vendredi sur le thème de la sécurité au quotidien. Pour terminer, Achad al-Shaibani, le chef de la diplomatie syrienne, mais aussi des représentants de pays arabes, du G7 et de pays européens, participe à Paris à une conférence internationale sur la transition politique du pays. C'est la 3e du genre depuis le renversement de Bachar al-Assad. France 24. Après les conférences d'Aqaba et de Riyad, c'est à Paris que l'avenir de la Syrie sera à nouveau discuté. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot accueille ce jeudi son homologue syrien et nombre d'autres représentants politiques venus d'Arabie Saoudite, du Liban ou encore des États-Unis pour une conférence sur la situation du pays post-Bachar al-Assad. Tous arrivent évidemment avec leurs propres intérêts mais partagent un objectif commun, créer une feuille de route pour une transition pacifique et réussie en Syrie. Un objectif qui, selon l'envoyé des Nations Unies pour la Syrie, s'accompagnera de nombreux défis. Rappelons-nous que les défis auxquels la Syrie est confrontée sont nombreux et immenses, notamment un conflit en cours, un paysage sécuritaire fragmenté, une économie malmenée et une population qui sort de 14 années de guerre. Face à la méfiance de la communauté internationale, les nouvelles autorités syriennes devront être convaincantes quant au rejet de leur passé djihadiste.
Depuis Dubaï, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad Hassan al-Shibani, a aussi souligné ce mercredi l'engagement du nouveau régime en faveur de l'inclusion politique. Une prise de parole qu'il espère rassurante. Le gouvernement qui sera lancé le 1er mars représentera autant que possible le peuple syrien. Il tiendra compte de sa diversité. Nous voulons que le peuple syrien ait confiance en lui. Autre grande thématique sur la table ce jeudi, le long chemin à parcourir vers la justice transitionnelle. Les dirigeants internationaux veulent s'assurer que les autorités sont équipées pour enregistrer les preuves de violation des droits de l'homme commises dans tout le pays, y compris ici, dans la prison de Sednaya, où torture et exécutions sommaires étaient quotidiennes. Ce sommet sera aussi l'occasion de discuter relance économique et reconstruction, et de revenir sur les sanctions occidentales imposées contre le régime de Bachar al-Assad, toujours en vigueur. Leur levée ne sera envisagée qu'une fois la communauté internationale rassurée quant aux garanties de partage du pouvoir et de protection des minorités. Le nouveau régime syrien doit donc non seulement gagner la confiance des dirigeants étrangers, mais aussi de son propre peuple. Et ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Squid Game. Au revoir et bonne soirée sur Viva.